Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. L'entretien du jour poursuit son séjour ici à Bamako, au Mali. Nous y sommes dans le cadre du sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Ce soir, notre invité est un homme qui aime les défis. Il connaît bien la problématique des jeunes entreprises en Afrique francophone. Eric Nyong, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur de GreenTech Capital Partners. Oui. Avant de parler de ce premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone et de ses retombées aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de GreenTech? Alors, GreenTech Capital, c'est la première structure d'investissement en Allemagne pour tout ce qui est investissement dans les startups africaines. On existe depuis 4 ans. On a été déjà très actifs avant qu'il y ait toute cette dynamique autour des startups africaines. Et on a voulu développer un modèle d'investissement adapté à l'environnement africain. Quand vous dites un modèle d'investissement adapté à l'environnement africain, on peut penser à la discrimination. Non, pas du tout. Pas du tout. Simplement parce que l'écosystème entrepreneurial en Afrique est différent de l'écosystème entrepreneurial en Europe. Et les structures d'investissement qui existent classiques ont été adaptées à un écosystème entrepreneurial beaucoup plus mature. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% à 90% des entreprises en Afrique sont des toutes petites entreprises. Et ces entreprises-là ne correspondent pas aux critères d'investissement des fonds classiques d'investissement. C'est pour ça qu'il était nécessaire en fait de développer un véhicule qui apporterait non pas uniquement l'aspect financier, mais le support opérationnel et le transfert de compétences qui permettrait aux structures d'atteindre un niveau opérationnel critique qui permettrait ensuite aux véhicules classiques d'investissement de continuer avec elles et de les faire grandir encore. Alors concrètement, si on doit schématiser par exemple, je suis un jeune entrepreneur, j'ai un projet, j'y ai travaillé, je viens voir GreenTech, comment ça se passe? Alors la première chose qu'on m'a demandé c'est est-ce que vous avez déjà créé une société? Est-ce que vous avez déjà créé un pilote? Est-ce que vous avez les premiers revenus? Ces questions en réalité ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vous avez une structure, un véhicule où on peut investir? Est-ce que vous avez déjà une solution qui a été testée par le marché? Et est-ce que vous avez des gens qui ont valorisé votre solution comme répondant aux besoins du marché? À partir de là, on est en capacité d'analyser le potentiel en comparant la solution et le besoin du marché et la taille du marché potentiel auquel vous pouvez accéder. Et notre rôle après, c'est d'évaluer le montant des ressources qu'on peut allouer à l'entreprise afin de capturer dans les meilleures conditions possibles ce marché. Ce que ne savent pas nos téléspectateurs, c'est que vous aviez été basketteur professionnel. Comment passe-t-on d'un sportif de haut niveau à un chef d'entreprise de haut niveau? Alors, j'ai été semi-professionnel parce que j'ai utilisé le basket pour financer mes études. Et je pense en fait que la corrélation, c'est dans la rigueur, l'effort et la recherche du résultat. Je pense en fait que c'est les critères qui définissent l'entrepreneur. Et aujourd'hui, chaque entrepreneur en fait, c'est un leader. C'est un leader dans un marché, dans un domaine qu'il contrôle, qui va inspirer d'autres sur des valeurs. Et je pense que j'ai quelque part pu transférer les valeurs du sport dans l'entrepreneuriat. Eric, ce sommet des investisseurs francophones, c'est pile poil dans le cœur même de ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 48 heures? Ce qui m'a marqué, c'est que je voulais un peu tester et évaluer l'entrepreneuriat au niveau francophone. Et essayer d'identifier quelles étaient les différences entre l'entrepreneuriat au niveau anglophone et l'entrepreneuriat au niveau francophone, parce que ça permettait en fait de définir les axes d'investissement les plus adaptés par rapport aux structures francophones. Alors, quand vous avez rencontré les gens ici, les personnes, vos interlocuteurs, est-ce que vous vous êtes dit, ça sent bon, il y a peut-être quelque chose à faire? En fait, je pense que j'ai fait plus que dire ça, puisque j'ai agi, parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est l'action qui parle. Donc, on a identifié
des structures d'investissement, des structures potentielles où on pouvait investir. On est ici au Mali et nous avons trouvé un entrepreneur malien qui a en fait un service qu'on voit qui pourrait apporter de la valeur, non seulement dans la sous-région, mais en plus de ça au niveau panafricain. Et on est en discussion pour voir dans quelles conditions on pourrait investir dans sa structure afin de lui permettre de développer son potentiel. Donc finalement, on se dit que ce sommet sert à quelque chose. Je pense que ce sommet, en fait, c'est le premier de plusieurs. Oui. Il a servi personnellement en tant qu'investisseur à établir des connexions, connaître un peu plus l'écosystème, échanger sur les différents modèles et être plus proche des entrepreneurs. Mais je pense aussi que ce sommet, en fait, c'est une référence pour les autres acteurs de l'écosystème francophone, qu'on peut créer dans cet environnement une synergie qui lead à des investissements, qui lead à du développement et surtout à la création de valeur. Quand on a entendu les interlocuteurs les uns après les autres, les intervenants surtout au cours de ce sommet, il y a des points clés qui sont revenus. Par exemple, la nécessité de rééquilibrer, par exemple, le flux financier qui allait en Afrique anglophone et en Afrique francophone. C'est possible, ça? Oui, c'est justement ce que j'essaie de mentionner entre la différence entre les structures. Les structures anglophones connaissent depuis très longtemps le private equity, l'accès à l'argent du patient capital. Donc, ce private equity est basé sur une pente de croissance très agressive. Le modèle francophone a toujours été basé sur une pente de croissance moins agressive, mais par contre avec une base beaucoup plus stable. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que dans les entreprises francophones, on a des bases plus stables avec aujourd'hui des break-even, des rentabilités qui sont déjà établies, on a une base qui nous permet d'implémenter cette croissance beaucoup plus agressive et qui, au bout du temps, va créer en fait des startups beaucoup plus performantes sur la partie francophone que sur la partie anglophone. Parce que la base sera différente. Et finalement, ce n'est pas plus mal d'être deuxième pour l'instant, c'est ça? Non, c'est aussi l'opportunité d'apprendre des expériences des autres et de pouvoir créer la valeur, de pouvoir implémenter les solutions que les autres ont déjà testées et où sont rencontrés des obstacles. On peut les éviter parce qu'on peut apprendre de l'expérience des pays anglophones. Quand on est investisseur et qu'on fait une monographie comme ça parce qu'on a envie d'investir, d'abord d'aider ceux qui veulent démarrer, mais aussi de voir plus grand demain, qu'est-ce qu'on regarde en premier chez le jeune entrepreneur ou le porteur de projet? On regarde sa capacité à comprendre où est sa vraie valeur ajoutée. Parce que ce que nous, on va essayer de faire, c'est de l'aider à créer l'infrastructure, à financer l'infrastructure pour développer ça. Mais cette valeur ajoutée, cette compréhension de la valeur ajoutée, cette capacité à se focaliser sur cette valeur ajoutée et la rendre encore plus solide, ça, c'est lié à la personnalité de l'entrepreneur, c'est lié à la personnalité de son équipe, à sa capacité d'être un leader pour ses collègues et pour son marché. Et c'est ce qu'on essaie de trouver. Eric, revenons juste quelques minutes sur ce sommet qui s'achève ici à Bamako. Finalement, je vous ai entendu dire oui, ce sommet a servi à quelque chose. Nous, on a repéré au moins des personnes avec lesquelles on va continuer à discuter. Oui, ce sommet est le premier d'une série pour pouvoir tout stabiliser. Finalement, quand vous vous projetez sur l'Afrique francophone dans 10 ans, qu'est-ce que vous vous dites de ces jeunes entrepreneurs, aujourd'hui? Comment vous la voyez, cette Afrique francophone, dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que certaines de ces solutions vont être standardisées. Et ces solutions-là qui auront été standardisées représenteront les Facebook de demain. Et ce que je vois, c'est qu'on ne sait pas, mais si ça se trouve, un de ces entrepreneurs, c'est peut-être le prochain Mark Zuckerberg. Et j'aimerais bien pouvoir l'investir maintenant. Oui, pour être sûr que vous avez le gros poisson pour les 10 prochaines années. Je pense que c'est comme ça. Et je pense que l'Afrique, c'est le seul continent où on peut encore avoir cette perspective de croissance. Et aujourd'hui, ces sommets-là
le nombre d'intervenants Oui. de différents pays Oui. démontre qu'il y a une unanimité sur cette vision. Potentiel de croissance. C'est vrai que volontairement, on essaye d'être optimiste dans cette Afrique qui cherche à se développer et à aller de l'avant, à capter tout ce qui se fait de mieux ailleurs. Quand on parle des freins à l'entrepreneuriat en Afrique, quels sont les freins sur lesquels on pourrait agir aujourd'hui pour aller un peu plus vite? Je pense que les premiers freins sont la limitation au niveau des ressources humaines. L'accès à l'éducation et les compétences, les profils des interlocuteurs doivent s'adapter au marché de demain. Aujourd'hui, on ne veut pas créer on veut créer des entrepreneurs, mais on veut créer des entrepreneurs inspirés. On ne souhaite pas créer des entrepreneurs par dépit, parce que c'est un long chemin. Et la connaissance de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'inculquer. C'est pour ça qu'il faut promouvoir chacun de ces entrepreneurs, qui sont en fait les leaders de demain, afin que cette vision change. Quand on regarde GreenTech aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous voyez GreenTech évoluer aussi dans les prochaines années? Aujourd'hui à GreenTech, on a déjà investi dans 25 compagnies africaines. On est présent dans 10 pays, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Dans ces 10 pays, il y a 3 pays francophones, bientôt 4, donc on se voit encore plus. Je vois GreenTech avec un portefeuille assez important. On aimerait se dire qu'on aura créé de la valeur économique en Afrique, qu'on aura inspiré d'autres structures à adapter leur approche d'investissement pour répondre vraiment aux besoins du marché et à être quelque part partenaire de ces structures dans le cadre de l'investissement à l'avenir et que ces structures inspirent et lead le marché. Ce sera ma dernière question. Quand vous regardez le sommet tel qu'il s'est déroulé, il y a forcément des points d'amélioration, des choses qu'un investisseur comme vous, par exemple, aimerait voir lors d'un prochain sommet, par exemple. Si il vous était donné de dessiner la carte du prochain sommet, la grille du prochain sommet, qu'est-ce que vous direz? Ce que j'aimerais voir, c'est plus d'investisseurs africains, sachant que investir, ce n'est pas seulement mettre de l'argent, du cash. Investir, c'est apporter de l'expérience opérationnelle qui permet de créer de la valeur, qui permet d'éviter certaines erreurs. Et j'aimerais voir que beaucoup des entreprises qui sont ici sont encore vivantes et ont encore des perspectives de croissance. Parce qu'au bout du compte, c'est ce qu'on mesure. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui vont continuer à perdurer et qui vont créer de l'emploi, créer de la dynamique, etc. Il ne faut pas qu'on fasse ce sommet-là et qu'on se dise « Ah, il n'y a que des nouvelles entreprises » et qu'on oublie, on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé sur celles qui étaient là cette année. Voilà. Eric Diong, merci. Merci à vous. Co-fondateur de GreenTech Capital Partners. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci aussi de nous avoir parlé et partagé avec nous donc votre expérience dans le domaine du financement des entreprises. C'est ça, hein? Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.